j'imagine que vous avez déjà quand même une petite idée quand même de comment ça se sépare les études après la P1. En gros, vous avez votre externat qui sera la partie euh, un peu moins clinique que l'internat, mais voilà, pour avoir des bases théoriques pendant les premières années. Donc, vous avez le premier cycle de P2, P3, où en fait vous êtes à la fac tous les jours. Et puis, c'est finalement la découverte un petit peu du monde hospitalier où vous avez en P2 et en P3 un jour de stage à l'hôpital par semaine. Donc vous êtes répartis en petits groupes, à peu près 5 ou 6 étudiants. Et puis c'est les chefs de clinique qui sont en fait les jeunes chefs, donc ceux qui viennent de finir leur internat, qui sont dédiés un petit peu en tout cas, la prise en charge des étudiants dans les services. Qui vous accueillent. Et puis, il y a, alors en P2, il y a forcément un petit peu plus de théorique. En gros, on essaye de revoir un petit peu la sémiologie. Alors après, chaque chef de clinique a ses habitudes et puis a aussi un temps un peu différent dédié selon son activité. Mais en gros, vous avez quand même un bon travail qui est assez intéressant de découverte de la sémiologie. Je sais que moi, par exemple, pour ma part, on essaye de faire un peu appareil par appareil. Et puis c'est là où bah, on commande nos stétos à la fac, donc on est tout content de pouvoir commencer à utiliser nos stétos. Donc on essaye voilà, en gros d'apprendre l'examen clinique. Donc par exemple, nous on s'entraîne entre nous d'abord, et puis ensuite je vous avais mis rencontre avec les premiers patients. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement les premières fois où on se retrouve dans les services face aux gens, et puis c'est beaucoup plus facile de faire l'examen clinique entre nous, passer sur le patient, c'est toujours un petit peu différent. Alors après, on essaye, nous, de trouver soit on va dans les services où c'est des papis-mamies qui sont hyper sympas, soit nous, on utilise les études, enfin, en tout cas, nos petits ados qui sont plutôt sympathiques et en tout cas accessibles. Donc ça se passe plutôt hyper bien. Et puis en P3, pareil, c'est une journée aussi par semaine. C'est un petit peu plus proche de l'externat, peut-être en P3, il y a peut-être un petit peu moins de théorique, et puis vous suivez plus l'externe dans la journée. Et puis après, ça dépend évidemment dans quel service vous êtes. Si jamais vous êtes en chirurgie, bah, effectivement, il y a tout le côté bloc opératoire où évidemment, ça reste de l'observation hein, pendant les premières années où on vous appelle les fameux stagiaires, par rapport à l'externat, où par contre, vous pouvez, en tout cas au bloc opératoire, être amené à être un peu les aides opératoires. Et puis le fameux service sanitaire, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en gros, c'est une activité un peu pluridisciplinaire où vous pouvez être avec des pharmaciens, je sais pas, des sages-femmes, peu importe, des infirmières. Et en fait, vous montez un projet un petit peu surtout de la prévention. Et puis après, vous allez le faire bah, dans les écoles, dans les facs, dans les maternelles. Donc ça va, je sais pas, de la prévention du tabac, de l'alcool, à la prévention de l'hygiène bucco-dentaire. Enfin, c'est un parcours assez intéressant. En tout cas, ça change un peu des cours théoriques. Et c'est le fait de travailler en équipe et de monter un projet. Donc ça, c'était un petit peu impacté les dernières années par les fermetures Covid. Mais là, j'espère que ça va quand même bien reprendre. Parce que pour vous, je trouve que c'est assez cool à faire. Après, quand vous êtes en M2, là, vous avez déjà un petit peu grandi et c'est le début du vrai externat, si on peut dire. En tout cas, vous avez une alternance entre, bah, vous êtes à la fac avec vos semaines de cours et ensuite en stage, ça dépend, soit dans les services de médecine, de chir ou bien aux urgences. Et puis là, vraiment, en fait, ce qu'on demande vraiment, vous allez voir, en tout cas à l'hôpital, c'est que vraiment le fonctionnement du service, il repose sur les externes, les internes, les jeunes chefs et puis les plus grands chefs, eux, ils sont vraiment là pour chapeauter et donner leurs avis, etc. Donc c'est sûr que sans externe ni interne, clairement, l'hôpital, il ne fonctionne pas. Donc c'est effectivement un rôle qui est assez important. Vous êtes souvent en première ligne, même quand vous êtes externe, parce que les gens, ils savent très bien que quand ils viennent dans un CHU, ils vont, enfin, en tout cas, avoir face à eux des étudiants qui vont des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et du coup, par exemple, que ça soit aux urgences ou dans les services, et ben, vous avez tout un rôle hyper important de aller recueillir l'anamnèse du patient, gestion des dossiers, organisation des examens, etc. Et puis, quand vous suivez les visites avec les médecins hospitaliers, c'est là finalement qu'on apprend quand même pas mal de choses. Et en général, c'est là où vous avez les débuts de vos gardes. 25 à faire, c'est sur 2 ans, c'est sur M2, M3.
Donc elles peuvent se faire dans les différents services, d'urgence ou plutôt de services, médicaux, ou bien même de chirurgie. Et puis ça vous permet c'est plus sympa, c'est là où vous suivez l'interne et puis nous, on a tendance à dire, quand on est interne, c'est là où on apprend, par rapport au stage la journée, donc c'est des choses qui sont assez sympathiques à faire. Et puis votre fameuse, dernière année de M3, alors vous, ça va changer du coup quand vous serez, quand ça sera votre tour. Nous, on avait les fameuses ECN, les IECN et cetera. Là, il y a eu toute une réforme, la réforme R2C. Vous verrez ça au fur et à mesure, hein, vous, ça vous semblera tout à fait normal. En gros, il faut évidemment qu'à la fin de cette année-là, bah, on puisse, choisir ensuite où est-ce qu'on va pouvoir exercer et quelle spécialité on va pouvoir faire. Du coup, il y a maintenant ce qu'on appelle un matching. En gros, c'est bah, on va faire des vœux et puis bah, celui qui a le meilleur résultat, il va pouvoir choisir son premier vœu, etc. Et puis ensuite, on va choisir progressivement ce qui nous reste, entre guillemets, sachant que si jamais on est arrivé jusqu'en M3, ok, il y a encore un concours, encore un classement, etc. à nouveau. Mais même celui qui arrive dernier, il sera docteur, hein, donc ça reste quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et puis vous avez donc en fait un examen écrit qui ressemble un petit peu finalement à nos ECN qu'on connaît bien avec les QCM, les dossiers progressifs, etc. Donc un examen qui sera à mon avis toujours quand vous le passerez sur tablette, sauf s'il y a des nouvelles technologies d'ici là, mais je pense pas. Ensuite, il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en place et dont vous allez pouvoir bénéficier et qui est vraiment assez intéressant. Ça s'appelle les ECOS. En fait, on essaye de maintenant essayer de privilégier aussi un petit peu la façon de bah, comment est-ce que je mets en pratique les connaissances théoriques que j'ai apprises pour pas en gros que ça soit que les robots qui soient capables d'avoir une mémoire incroyable et d'apprendre tout par cœur qui soient les premiers, mais aussi pour laisser la place un petit peu à ceux qui ont un sens clinique très bon et en tout cas un bon relationnel avec le patient. Donc c'est assez varié, en fait c'est des petits ateliers qui durent 7 minutes durant lesquels vous avez une mise en situation clinique. Donc ça va genre de la lecture de la radio à la lecture de l'ECG, à l'entretien avec la personne, au point de suture à réaliser. Enfin, c'est vraiment hyper vaste. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre progressivement au cours de l'externat, et puis qui comptera effectivement dans la note finale. Et puis maintenant, ça, c'est nouveau. Il y a 10% de la note qui est, en tout cas allouée au parcours personnel de l'étudiant. Ça veut dire qu'on va essayer de valoriser maintenant, bah, je sais pas, celui qui a fait un peu bah, de l'humanitaire, celui qui a fait des masters en plus, celui qui a fait partie des associations étudiantes ou autres. Bon, en général, on se dit que finalement, chacun va avoir son implication différente, donc tout le monde aura, j'espère, ses 10% de points, mais ça permet de valoriser un petit peu si on fait des choses à côté. Et une fois effectivement qu'on a fait ce matching, eh ben, on se retrouve interne, ce qui est quand même un petit peu le... Alors déjà, quand on est externe, on commence à toucher un petit peu du doigt le vrai métier, mais voilà, une fois qu'on est interne, la situation, elle change complètement parce que finalement, on a en tout cas plus de cours obligatoires à la faculté. On peut en avoir dans le service organisé par nos chefs de la spécialité dont on a choisi. Et puis surtout, enfin, c'est notre vrai métier, quoi. On est payé, on travaille pour l'hôpital. En fonction finalement de la note du classement qu'on a eu, bah, on peut choisir où est-ce qu'on va travailler et quelle spécialité on va faire. Donc que ce soit de la médecine, la chirurgie, sans oublier ce qui est un petit peu moins connu, mais qui est tout aussi intéressant, hein, la santé publique, la médecine du travail, la biologie. Donc c'est en fait vraiment, vraiment très vaste. Et puis, bon, j'ai pas mis la médecine générale, mais évidemment, ça compte parmi les choix. Donc l'internat, il dure 3 à 6 ans en fonction de ce qu'on a choisi. En gros, c'est les chirurgiens qui ont l'internat le plus long et les gens qui choisissent la médecine générale qui ont l'internat le plus court. Ça se fait par stage de 6 mois. Donc on change, soit on peut aller dans les CHU ou bien dans ce qu'on appelle les CHG, c'est les CH un peu, les fameuses périphéries. Donc ça veut dire que par exemple, si jamais on choisit un internat à Besançon, et ben soit on est au CHU, soit pendant 6 mois, on peut être à Lons-le-Saunier, à Pontarlier, à Dole, à Vesoul, enfin dans des hôpitaux un petit peu plus petits. Et puis on a aussi tout à fait le droit de faire ce qu'on appelle des interchus. Ça veut dire qu'on peut aller faire 6 mois de stage dans une autre ville, peu importe en France, et même aussi des interchus dans les îles. Donc ça peut être un petit peu plus sympa pour ceux qui ont des envies de voyage.
Et puis évidemment, les gardes, elles se continuent pendant l'internat. Et une fois qu'on a fini son internat, plusieurs possibilités. Soit on a choisi l'internat de médecine générale et on décide de faire comme la plupart, quelques années de remplacement. Comme ça, on peut vivre un petit peu, essayer de voir où est-ce qu'on a envie de s'installer plus tard. Et puis, si jamais on a une spécialité médicale ou chirurgicale, mais qu'on travaille en tout cas au CHU, on devient ce qu'on appelle médecin junior. Donc ça, c'est nouveau, ça fait une petite année que c'est en place. En gros, c'est le post-internat, c'est comme si on était un vieil interne, mais pas encore un vrai chef. D'où ce nom un petit peu bizarre, un peu à l'américaine de médecin junior. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce rôle de vieil interne, et ben, du coup, on choisit, et ça c'est important peut-être de le savoir dès le début si ça nous intéresse, soit de faire effectivement une carrière plutôt vraiment plus clinique, patient, etc. Donc on reste dans la prise en charge exclusive des malades, ou bien on aime quand même un petit peu le versant, les cours, l'universitaire, la recherche, faire des articles, etc. Et du coup là on peut devenir un petit peu plus praticien universitaire et hospitalier. Et du coup c'est un petit peu ça les grandes catégories à l'hôpital. Sachant que rester à l'hôpital, c'est évidemment pas du tout obligatoire, hein. Il y a toutes les spécialités, en tout cas médicales, qui peuvent se faire dans des cabinets en ville, ou bien, même si c'est des spécialités chirurgicales, ça peut se faire aussi dans des cliniques. Donc l'avantage quand même de notre métier, c'est qu'on peut travailler n'importe où, dans n'importe quelle structure. Et ça, c'est quand même un vrai plus pour voyager un petit peu en France, c'est quand même vachement bien. Voilà, peut-être j'enlève mon écran, savoir si jamais comme ça il y a des gens qui veulent poser un petit peu des questions par rapport à tout ça. N'hésitez pas, vous pouvez vous poser vos questions directement à l'oral ou même, enfin voilà, dans le chat, mais n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Sachant que même vous, hein, vous avez le droit de rajouter des choses si jamais j'ai oublié des petites choses. Mais... Moi, j'avais éventuellement une question. Quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées dans les études? Les grosses difficultés, alors nous, c'était un peu particulier parce qu'on avait, en fait, on avait des cours qui étaient en tout cas répartis différemment et on n'avait que un ou deux examens par semestre. Et du coup, c'était l'enfer les semaines avant où en gros, on se disait, allez, on est un petit peu cool pendant les semaines où on n'a pas d'examen. Et la dernière semaine avant l'examen, c'était on voit plus personne et on vit dans sa bulle pendant 15 jours pour essayer d'avoir éviter d'aller au rattrapage. Maintenant, je crois que ça a quand même bien changé et que l'avantage du fameux contrôle continu, c'est que en bossant de manière régulière et objectivement, ça se fait et c'est pas la panacée. Enfin, je pense que plus rien n'a à voir jamais avec la P1. Et effectivement, c'était peut-être l'été où tu passes ton été devant tes cahiers à faire tes rattrapages alors que les copains sont en vacances. Ça, c'est, je pense, le plus mauvais souvenir. Une fois qu'on l'a vécu une fois, je pense qu'après, on ne le refait plus. Après, ce qui est quand même un peu difficile, évidemment, c'est le changement de vie entre tes externes et puis tu as ton groupe de copains pendant 6 ans, vous êtes dans la même fac, et ensuite l'internat, c'est le choix difficile de est-ce que je privilégie vraiment la spécialité que j'ai envie de faire ou bien est-ce que je privilégie l'endroit de vie euh, par rapport je sais pas, à ma famille, à mon mec, à des voilà. Donc je pense que c'est à mon avis un choix enfin, on nous demande un sacré choix à ce moment-là, sachant que après, je crois soit effectivement on est persuadé, je sais pas, je vais être néphrologue, peu importe, tant pis quelle ville en France je ferai néphrologie, ou bien en fait j'ai ma famille à côté, avec mon mec on a déjà une maison, on a déjà, je sais pas, ça dépend au niveau de l'externat, chacun a un peu son niveau d'avancée dans la vie en général, mais je crois que c'est ouais, ce choix-là qui a été un peu difficile. Mais après, finalement, je crois qu'on arrive à s'épanouir n'importe où. L'avantage de l'internat, c'est que même si on est dans une ville, il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Par exemple, il y a
je sais pas, des gens du Sud qui se retrouvent à Besançon pour faire leur internat. En fait, ils savent que si jamais vraiment leur désir plus, c'est de revenir dans le Sud, ce sera possible après. Que c'est comme s'ils allaient faire une école ailleurs en France, hein. Et puis avec les interchus, avec les stages, les années recherche, etc., on peut quand même arriver à moduler ça un petit peu comme on veut. Donc finalement, c'est un drôle de choix, mais après, je crois que chacun arrive à y trouver un peu son compte. Merci. Alors pour Léo qui demande s'il faut choisir pour être médecin urgentiste, en fait maintenant, avant c'est comme ce qu'il disait, on pouvait, la plupart des gens étaient médecins généralistes et ensuite ils faisaient un diplôme en plus pour être urgentiste. Maintenant c'est devenu une surspécialité. En fait, tout comme je sais pas, les pédiatres, les chirurgiens, en fait il y a parmi les choix qu'on peut faire pendant l'internat, il y a la médecine d'urgence. Donc du coup maintenant c'est un vrai métier à part entière. J'ai encore une question éventuellement. On entend souvent, ça revient régulièrement dans l'actualité, plutôt dramatique, des étudiants qui, par exemple, se suicident à cause de leurs études. Est-ce que tu as déjà eu des stages un peu difficiles, des terrains où c'était compliqué d'aller? Pas En du fait, tout. je crois que ce qui peut être un petit peu difficile et pourquoi. Alors après, c'est sûr que quand on choisit ce métier-là, on sait que en fait, en termes d'horaire, eh ben, c'est sûr qu'on ne va pas être dans un bureau, hein. Et que, alors il y a des spécialités où c'est encore plus marqué par rapport à d'autres, hein. Je pense qu'il y a des internats qui sont réputés pour être plus difficiles, hein. C'est sûr que l'internat de gynécologie par rapport à l'internat de médecine générale, bah, on peut dire que c'est un peu le jour et la nuit, hein, ça c'est certain, sans pour évidemment autant dénigrer les internes de médecine générale, mais je trouve que l'avantage c'est que quand on fait un internat de médecine générale, on sait qu'on ne va pas travailler au CHU, ou bien on pourra travailler dans un hôpital, mais je veux dire, on ne se met pas la pression, et du coup, je pense qu'on prend les choses avec un petit peu plus de légèreté et moins de pression par rapport aux chefs et aux supérieurs. Ce qui peut arriver facilement, et là où il faut qu'on combatte un petit peu ça, c'est que finalement, on a toujours l'envie les chefs savent bien faire, hein, les chefs de service, etc. Toujours l'envie de nous pousser un petit peu à être carriériste, à choisir une spécialité, une surspécialité. Et puis, tiens, je ne veux pas décevoir un tel. Et puis, si jamais je veux me placer, avoir un poste ici, il faut que je sois bien vue, que je reste tard, que je fasse des heures. Non, en fait, il faut aussi relativiser et se dire que, vu le nombre d'hôpitaux, vu le nombre de services, en fait, du boulot, on en aura toujours. Et qu'effectivement, il faut vraiment essayer de. Enfin, en fait, il y a des chefs parfois qui sont un petit peu plus raisonnés que d'autres, ou en tout cas qui ont plus de relations avec les internes, qui leur disent en fait, tu sais, là, rentre chez toi parce qu'en en fait, il n'y a personne qui va te féliciter d'être resté 3 heures de plus. C'est sûr que c'est un métier où en fait, à l'hôpital, tu as toujours des patients qui sont là, donc tu as toujours du boulot. Donc si jamais tu te dis que en fait, tu veux passer ta vie à l'hôpital, c'est obligé. Enfin, tu peux toujours. Enfin, non, c'est pas obligé, bien sûr, mais tu vas obligatoirement trouver quelque chose à faire. Ce qu'il faut, c'est s'astreindre à se dire, en fait, ça reste quand même un boulot comme un autre. Il faut avoir ses loisirs, il faut avoir ses vacances. Et en fait, je pense qu'il faut savoir aussi, en tout cas, s'entendre et puis s'écouter pour dire que si jamais c'est difficile, en fait, maintenant, heureusement, c'est un petit peu plus médiatisé. Je dis un petit peu hein, parce que je pense qu'on n'en parle quand même encore pas assez. Mais l'avantage en tout cas, que ça a apporté, c'est que maintenant, en tout cas, les supérieurs, les chefs de service, etc., ils sont quand même vachement plus sensibilisés. Et puis la médecine du travail, elle fait quand même beaucoup plus de boulot par rapport à ça. Donc il faut savoir tirer la sonnette d'alarme. Et en fait, je sais pas, une secrétaire qui s'arrête, qui fait un arrêt de travail pendant 15 jours parce qu'elle est moins bien, elle est plus fatiguée, et ben en fait, pourquoi est-ce que l'interne, il n'aurait pas le droit de le faire aussi? Maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Avant, c'était un peu tabou, c'était genre, ah, le naze, il s'est arrêté 15 jours. Maintenant, en fait, on sait très bien que vu la difficulté du travail, c'est tout à fait acceptable que quelqu'un dise, bah non, en fait, là, c'était un petit peu trop, je fais une pause. Et en général, en tout cas, ce qui marche le mieux, c'est la cohésion entre les internes. Et je pense que ce qu'il faut utiliser aussi, c'est la médecine du travail qu'on connaît. Enfin, en fait, on ne nous le dit pas quand on est interne qu'on peut aller voir la médecine du travail et qu'on peut leur demander
comment est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore, etc. Donc ça, il faut pas mal oser y aller, je pense. Ok, merci. Moi, j'avais une petite question par rapport plutôt juste au choix d'aller en médecine. Du coup, j'imagine que c'était une passesse pour toi. Et du coup, c'était Ouais. juste, enfin, voilà, juste savoir qu'est-ce qui avait fait que au moment du choix de spécialité, tu t'étais dit médecine. Est-ce que tu avais pris plusieurs trucs? Est-ce que tu avais hésité? Est-ce que c'était très clair pour toi et tout? Qu'est-ce qui avait fait que tu avais fait ce choix? Alors pour moi, ma petite histoire, en fait, j'ai fait, donc oui, à l'époque, nous, c'était PACES où on pouvait choisir, uniquement, médecine, dentaire, pharma ou sage-femme. Bon, ça faisait déjà pas mal de choix, mais et en fait, là, moi, je savais, il y a quelqu'un qui me dit: «Pourquoi tu as choisi pédiatrie?» En CP, je répondais aux petits trucs là, au début d'année quand il fallait mettre, quel est le métier de ta mère, de ton père, de machin et toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'écrivais déjà, docteur pour les enfants. Donc j'avoue que j'ai eu la chance de ne pas avoir à beaucoup me poser de questions. Mais si jamais on ne sait pas ce qu'on veut faire, et je pense que c'est à mon avis la majorité des cas, l'avantage de l'externat, c'est que en fait, alors à chaque fois qu'on fait un stage, on dit ah ouais, ça c'est vachement bien. En fait, on fait l'autre, ah ouais, ça c'est vachement bien. Mais au moins, ça nous permet de savoir déjà avec l'externat, bah, je préfère la médecine, je préfère la chirurgie, ça c'est sûr. Et puis ça nous permet de voir aussi, bah non, ça franchement, j'ai pas aimé, je peux pas. Enfin, je pense que c'est tout au long de l'externat que parfois on part avec un peu avec une idée, ah ouais, moi je vais être chirurgien thoracique, puis non, en fait, on passe dans un autre stage et on se dit que c'est quand même vachement bien. Donc voilà, en tout cas, moi donc j'étais persuadée que je voulais faire ça. Et en fait, la première année, j'ai eu que kiné, si on peut dire que, c'est voilà, pas que ça soit prétentieux, mais et du coup, je me suis vachement posé la question parce que bah en fait, dans ton entourage, c'est sûr qu'on entend ah bah oui, les études de médecine c'est hyper long, c'est difficile. Kiné c'est 3 ans, après c'est tranquille. Donc clairement, là, tu te remets un petit peu en question. Et puis ensuite, bon, enfin, en tout cas pour ma part, hein, je suis allée dans des cabinets de kiné l'été pour voir un petit peu ce que c'était. Puis je me suis dit, bah non, en fait, l'hôpital, c'est vachement mieux. Donc du coup, voilà, je pense que le choix s'est fait un petit peu comme ça. Et puis pour Elsa qui demande quelle est la spécialité les plus demandée, alors c'est un peu variable chaque année, mais l'ophtalmo, ça part à fond. La dermato aussi, ensuite les chirurgies, hein, la chirurgie plastique plus. La radiologie aussi, ça part beaucoup. Après, sachant que effectivement, en tout cas la préparation du concours final, elle est évidemment un petit peu différente si jamais tu sais que bah, pourquoi les Parisiens ils arrivent toujours dans les premiers parce que eux ils savent qu'en fait ils ont absolument envie de faire leur internat à Paris. Donc ils savent très bien que c'est dans les premières places qui sont prises. C'est pour ça qu'ils se mettent une pression depuis le début de l'externat. Après, effectivement, c'est sûr que si jamais on a l'envie de faire de la médecine générale et de rester dans nos villes de province, alors ça n'empêche que plus on apprend pendant l'externat, plus on est à l'aise pendant l'internat, donc ça ne change pas. Mais en tout cas, la pression, elle est quand même un petit peu différente, je pense. Et puis pour les P2 et P3, comment on décide? En fait, on vous affecte. C'est pas trop de la décision, je crois. Et est-ce qu'on va pouvoir passer dans plusieurs services? Oui, je crois que vous avez plein de services. En fait, alors, quand vous êtes en P2, il y a 2 sessions. En tout cas, il y a 2 stages différents. Après P3 aussi. Et ensuite, quand vous êtes finalement en M2 et M3, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc de stage, c'est dans un service différent. Donc, ça vous fait quand même un panel finalement de stages où vous avez pu faire pas mal de choses, pas mal de chirurgie et de médecine. Donc, en général, alors on ne peut pas passer dans tous les services, ça c'est sûr, mais on voit quand même plein de trucs. C'est ça, en P2, P3, on ne choisit pas vraiment, on est affecté, mais normalement, on a quand même un service de chir ou qui se rapporte à la chir. Et après, du coup, externat, on ne choisit pas complètement ce qu'on fait, mais il y a quand même des procédures de choix qui fait que, voilà, si on a vraiment envie de tester quelque chose, on peut quand même essayer. Je ne sais pas si vous avez encore des questions.
Alors, attends, il y a des nouvelles choses qui se sont... Oui, alors vie de famille en même temps, bon, moi j'avais pas de vie de famille, mais en gros, par contre, c'est sûr que pendant l'externat, nous on avait, moi j'étais externe à Dijon, on avait une ou deux copines qui avaient déjà des enfants. Bon, on est d'accord que là, ça doit faire, j'imagine, un sacré rythme. Nous, pendant l'externat, on était plutôt occupés à aller voir nos copains les soirs plutôt que de s'occuper des bébés. Par contre, pendant l'internat, évidemment, c'est, je pense, tout à fait possible parce que, effectivement, même si jamais c'est encore une fois un petit peu plus que des horaires de boulot et puis qu'il y a les gardes, etc., en fait, ça reste quand même un travail, enfin, un travail standard. Donc, on peut tout à fait concevoir si jamais on a envie d'avoir des enfants pendant l'internat. Enfin, nous, en pédiatrie, surtout, un peu dans le monde de bisounours des filles, il y en a plein qui ont eu leur bébé pendant l'internat, hein, c'est pas un souci. Et puis, effectivement, pour garder la motive, je sais pas, déjà pendant l'externat, en fait, c'est facile en vrai. On est à la fac, on est avec nos potes, on sort, enfin, on va en stage, on vit des trucs cool. Je pense qu'effectivement, les années où on a besoin aussi de notre groupe de copains, c'est bah, la transition où bah, finalement on change de ville. Alors même si on dit ouais, je me retrouve dans une autre ville, je suis tout seul, je suis interne, je connais personne, etc. En fait, il y a un gros brassage finalement de tous les étudiants. Donc en fait, on rencontre, je trouve, assez facilement du monde quand on est interne. Et toujours pareil, on se recrée notre groupe de copains internes. Et c'est à mon avis grâce à ça. Et puis en général, si jamais on est là, je me dis que c'est quand même pas par hasard si on s'est fait chier à faire un concours de P1 et qu'on s'engage dans cette voie où on sait que pendant 6 ans, ça va être des études plus longues que tous nos copains ingénieurs, kinés. Il y a toujours un moment où on se sent un petit peu en décalage. Eux, ils ont eu leurs examens finaux, ils sont tranquilles, ça y est, ils ont leur vie. Puis toi, tu es là, je suis encore étudiant à 25 ans. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est à mon avis, métier passion, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on le choisit. On n'est pas venu là par hasard, à mon avis. Évidemment qu'il y a moins de travail en deuxième et troisième année par rapport à la première, ça c'est sûr. Et puis surtout, c'est des choses qui sont enfin, qui sont quand même plus médicales. La sémiologie, c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, le truc un peu rébarbatif de la biophysique pour le concours, on laisse tomber, donc c'est quand même vachement plus cool les deuxième et troisième années. Comment as-tu appréhendé le premier contact en pédiatrie? Bah, plutôt bien, en fait, ils sont vachement sympas, les enfants, c'est vachement plus facile que les adultes. Alors, c'est pas une généralité parce qu'on travaille en pédiatrie, c'est assez spécifique parce qu'on travaille avec les enfants et avec les parents. Donc, on est un petit peu un triangle lors de la prise en charge. Mais en tout cas, non, je crois que appréhender un enfant, c'est. Alors après, c'est encore une fois, il faut l'avoir choisi et puis il faut aimer ça. Si on a fait pas mal d'années de babysitting avant et qu'on déteste les enfants, c'est sûr que choisir la pédia, c'est un peu compliqué, mais sinon, ça se passe plutôt pas mal. Et puis pour le monsieur Léo le chirurgien, combien y a-t-il de places en général chaque année? En général, on dit que il faut arriver dans la première moitié du classement pour avoir des places en surspécialité, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Alors, par exemple, le contact en oncologie pour les enfants malades. Et ben ça, il faudra demander à mon compagnon qui est oncopédiatre, mais ça, pour le coup, c'est plus compliqué. À vous expliquer comme moi je fais des urgences et de la mucoviscidose, donc je fais pas de cancérologie de l'enfant. J'imagine que c'est plus compliqué. Alors sa réponse préférée, c'est de dire que lui, par rapport aux adultes, il soigne les cancers de l'enfant. Et en vrai, au niveau des chiffres, la guérison dans les cancers pédiatriques, c'est beaucoup plus, en tout cas, je vais pas dire qu'ils sont plus forts que les adultes, mais voilà, comme les enfants, on va dire, sont plus forts que les adultes. Les oncopédiatres ont dans des meilleurs chiffres de réussite par rapport aux patients adultes. Forcément changer de ville, non, pas forcément. Si jamais tu as eu la chance d'avoir la spécialité que tu voulais dans ta ville, ou bien la spécialité en médecine générale, tu peux rester dans ta ville sans problème. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on s'imagine dans la médecine en P1 et la réalité après? Non, je crois pas. Je crois que ce qui est hyper intéressant, c'est de découvrir
d'aller, quand on est externe, d'aller au lit du malade. Je crois que c'est ça qui nous montre un petit peu qu'est-ce que c'est la vraie vie. Et puis, en tout cas, c'est, je pense, quand on arrive en, je dirais peut-être M2, M3, où c'est là qu'on commence à apprendre notre vrai travail, même si on fait des trucs un petit peu administratifs, un peu chiants, mais qui, encore une fois, sans les externes, l'hôpital ne tournerait pas. Mais sinon, non, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où on se rend compte vraiment à quoi on va servir et quel va être notre métier. Le diplôme français est-il acceptable à l'étranger? Alors, ça dépend quel pays. En général, il faut, une fois, même si jamais on a la thèse en France, il faut, par exemple, notre copain suisse juste à côté, il faut refaire encore un diplôme ou bien des équivalences. Donc, effectivement, on sait que, et par exemple, tout comme si jamais tu vas aux États-Unis, il va falloir que tu refasses des diplômes encore pour valider un petit peu ce que tu as fait en France. Bon, par contre, c'est sûr que si jamais tu vas dans les pays de l'Est, là, pour le coup, ton diplôme, il est on ne peut plus valable et tu n'as rien à faire en plus. On peut changer de ville à partir de l'externat ou de l'internat? Non, que à partir de l'internat. Alors, on peut, effectivement, si on déménage, évidemment, on a le droit aussi de changer de ville pendant l'externat. Mais par contre, c'est au moment du choix de l'internat qu'on va choisir si on reste dans notre ville ou si on va dans une autre ville. Et puis, on va choisir en même temps, en gros, sa ville et sa spécialité. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va décider de partir dans un autre endroit en France. Alors, la médecine humanitaire, ça n'existe pas en tant que spécialité à proprement dit. Par contre, peu importe qu'on soit médecin ou chirurgien, on peut tout à fait faire de la médecine humanitaire. Nous, on a par exemple nos équipes de chirurgie et d'anesthésie pédiatrique qui partent à peu près tous les 6 mois, une semaine dans les pays un peu défavorisés. Là, ils sont allés en Jordanie il y a 2 mois pour faire une semaine d'intervention chirurgicale sur place. Et ça, peu importe, même que vous soyez médecin généraliste ou en fait, il suffit, une fois que vous êtes diplômé, de vous rapprocher d'une association de médecine humanitaire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire partie de l'aventure avec eux. Et on peut aussi faire, ce que j'ai découvert et ce que je fais même en tant que pédiatre, c'est qu'on peut aussi être médecin réserviste au niveau de l'armée. Donc il y a beaucoup de portes. On peut aussi être médecin chez les pompiers. Enfin là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus une fois qu'on a notre thèse. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions du chat. Non, pour l'instant, moi, j'en vois pas d'autres. Sinon, je voulais poser une question, s'il n'y en a pas d'autres. C'était par rapport au cursus du coup universitaire, ce que vous en avez parlé, c'est possible. Bah voilà, du coup, je pense que c'est ceux qui ont choisi un peu la voie universitaire plus que clinique, ceux qui accueillent les étudiants en stage, etc. C'est peut-être aussi donner des cours à la fac. Et du coup, c'est obligatoirement lié à un parcours recherche? En fait, on sait que, alors vous maintenant c'est un petit peu différent parce que vous allez forcément avoir un master 1 et un master 2 pendant finalement l'externat. Après, ce que vous allez choisir après le médecin junior, c'est de se dire, en fait, la première, en tout cas, enfin, la première étape pour la médecine universitaire, c'est d'être chef de clinique. Ça veut dire, en gros, bon, il y a chef, mais tu n'es pas du tout le chef. Hein, tu es le premier échelon parmi les différents médecins du service. Mais par contre, c'est toi qui as la responsabilité des internes et des externes. Donc, effectivement, ça veut dire que en gros, on est payé à la moitié par la fac, à la moitié par l'hôpital, parce qu'on a évidemment une prise en charge clinique à faire dans notre service, mais aussi l'organisation des cours qu'on doit faire à la fois pour les internes, à la fois pour les externes. On doit évidemment accueillir les externes et les stagiaires quand ils viennent. Quand je vous disais que les P2 et les P3 ils viennent un jour par semaine, etc., là, c'est les chefs de clinique qui les reçoivent. Et puis ensuite, on a effectivement une autre casquette où on doit, en plus des cours à la fac, préparer les fameuses questions que vous allez avoir pour les examens. Donc voilà, ça, il faudra. Alors, il y a les chefs de service, pour le coup, qui nous aident aussi. Mais ça revient à ceux qui sont universitaires. Et puis ensuite, effectivement, il y a en plus des cours et de la gestion des internes,
Donc ça, c'est pour les chefs de clinique. Ensuite, on peut, alors il y a plein de formes, hein. Il y a des assistants universitaires, des praticiens universitaires, ensuite des maîtres de conférences des universités, et ensuite le plus haut grade des professeurs des universités. Donc en gros, c'est les chefs de service qui sont ce qu'on appelle les fameux PUPH, professeurs universitaires, enfin voilà, praticiens hospitaliers et professeurs des universités. Et en fait, ça, c'est effectivement, pour en arriver dans ce parcours-là et pour finir chef de service, il faut avoir aussi une activité. Alors, c'est pas forcément en laboratoire de recherche derrière un microscope, hein, ça peut aussi effectivement être dans le service ou bien. Alors après, ça dépend. À Paris, c'est très, en tout cas, c'est très fréquent d'avoir des gens qui sont à la fois à l'INSERM, qui sont les instituts de recherche, et qui sont dans la voie universitaire. Parce que c'est sûr que pour faire de la recherche et faire des articles, c'est plus sympa quand on a un labo pour faire tout ce qui va bien comme exercice de recherche. Et du coup, c'est ça qui permet vous verrez, en fait, au fur et à mesure, on n'apprend plus dans les bouquins, mais on apprend et on recherche des informations sur des articles médicaux. En fait, c'est finalement comme ça que la science avance. Là, vous verriez le nombre de publications sur le Covid qui ont été faites depuis son apparition, c'est assez fou. En gros, les gens, ils font de la recherche, des études. En tout cas, on teste tel ou tel médicament, soit sur l'homme, soit sur la souris, soit peu importe. Alors, c'est très varié les études, hein. Ça peut être des études sur la qualité de vie, sur l'effet d'un traitement, peu importe. Et du coup, ensuite, on écrit un article, on le publie dans une revue médicale. Et c'est comme ça, effectivement, que les avancées, alors il y en a qui sont plus ou moins prestigieuses. Et c'est comme ça, en tout cas, en tout cas, les informations qui sont trouvées dans les différents pays au niveau médical sont transmises au reste de la population un peu plus générale des médecins, quoi. Et alors, il y a Juline qui nous demande quelles sont les spécialités les moins demandées. En tout cas, celle qui est souvent les moins demandées, la psychiatrie, malheureusement, c'est une qui est moins demandée. Pourquoi je ne sais pas trop. Je pense que ça fait encore un peu peur, la psychiatrie. Autant on sait très bien traiter l'hypertension, par contre, traiter les maladies psychologiques, c'est un petit peu une sphère encore un peu taboue en France, à mon avis. Et pourtant, on manque beaucoup de psychiatres et de pédopsychiatres, donc n'hésitez pas à choisir ça. En gros, alors c'est un peu réducteur de dire ça, il faudrait pas, enfin, faut pas mal l'interpréter, mais on sait que effectivement les premières places sont prises par les spécialités, enfin toutes les spécialités médicales, les gastro, les pneumos, etc. Et puis les dernières places sont souvent prises en médecine générale, mais c'est pas pour autant enfin voilà, il faut pas le prendre comme une spécialité sous-classée, hein. Mais dans les chiffres, c'est un petit peu comme ça. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être pouvoir conclure, je pense. Dépêchez-vous les derniers si vous en avez. Mais en tout cas, on te remercie beaucoup d'être venue, Alice, d'être intervenue, Pas de souci. de nous avoir fait découvrir tout ça. J'aurais quand même pu vous dire salut. Salut. Mais j'avais même pas bon. C'est juste histoire de vous dire un coucou, histoire de montrer un peu une tête derrière un ordinateur. Mais en tout cas, vous pourrez, si jamais il y a d'autres questions, les étudiants pourront repasser par vous et puis comme ça, vous nous vous retransmettrez, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Carrément. Bon, alors je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vous Bonne dis Bonne journée. bon courage, mais ça va être des bonnes choses. Donc en vrai, c'est des belles années quand même. Merci. Bon Merci. après-midi. Salut!